L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. En 1958, ce qui tenait lieu de gouvernement camerounais avait perdu le sommeil au mois de septembre à cause d'un opposant politique. L'acteur majeur d'alors était le nationaliste Ruben Oum-Niobé, dont l'élimination physique était même devenue la priorité des priorités. Oum-Niobé faisait régner la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer. D'après Karine Ramondi, à partir du moment où il y a des gêneurs, des gens qui ont des projets particuliers pour leur pays, qui veulent une indépendance réelle, c'est-à-dire mettre la main sur les ressources minières, sur les ressources naturelles et sur la terre, petit à petit, tous ces leaders vont disparaître. Pendant des décennies, l'évocation du nom de Oum-Niobé et des autres leaders historiques de l'UPC est interdite au Cameroun. Aujourd'hui, encore, on trouve peu de traces des indépendantistes camerounais. Il y a eu élimination médiatique, politique, physique et mémorielle, le processus d'effacement total. Boumnibel, terre de naissance de Ruben Oum-Niobé. Cet arrêt aujourd'hui obligatoire, ce point de péage situé à 80 km de Yaoundé sur la route nationale numéro 3. Les voyageurs qui ralentissent ici et s'achètent un sachet de plantain ou une noix de coco ne se doutent pas que cette agglomération traîne derrière elle une lourde histoire du Cameroun. C'est dans cette localité, en effet, à Songampek exactement, que venait au monde en 1913 le jeune Ruben Oum-Niobé, né de 2 paysans du village, Niobé Nzunga et de Go Oum-Nonos. Le Cameroun est alors sous l'occupation allemande. Un an après la naissance de Oum-Niobé, Douala Mangabel est pendu à Douala par les Allemands pour son idéologie indépendantiste. Le chef Batanga William Madola Madimal subissait le même sort le 8 août de la même année. Les nationaux dans l'ensemble vivaient dans la peur. C'est avec cette psychose que grandit Oum-Niobé et fit ses premiers pas à l'école. 6 ans plus tard, en 1919, il prenait à peine conscience que le pays était divisé entre la France et la Grande-Bretagne après la défaite de l'Allemagne à la Première Guerre mondiale. Les Français qui reprirent la partie du territoire où est né Oum-Niobé n'étaient pas non plus tendres envers les indigènes qu'ils voulaient asservir à tout prix. L'environnement était lourd, la terreur régnait partout. C'est dans ce contexte qu'il fit ses études primaires pendant une dizaine d'années chez les missionnaires protestants avant d'être reçu en 1931 au concours de l'école normale de Foulassi. Mais il en est renvoyé en 1932 pour indiscipline en raison d'un conflit avec les enseignants. Il se présenta néanmoins avec succès en candidat libre à l'examen de moniteur indigène et commença une carrière d'enseignant. En 1939, il fut recruté comme employé au sein de l'administration des finances à Douala, mais continua parallèlement ses études et obtint la même année le baccalauréat première partie. Porté vers la défense de la cause collective, ému par un désir profond de libérer les indigènes des souffrances infligées par l'autre, il n'est pas étonnant que le jeune Oum-Niobé s'intéresse très vite aux mouvements syndicaux. Après le baccalauréat, il fut employé comme commis greffier au tribunal de Yaoundé, puis affecté à Edéa, où il passa 2 années avant d'être réaffecté en 1947 dans la partie nord du pays, Maroua d'abord et Gaoundéré ensuite.
En juin 1949, il fut placé en position de disponibilité renouvelable et se consacra à plein temps à l'activité syndicale. Il s'initia alors au syndicalisme sous l'égide de 2 fonctionnaires français appartenant à la CGT, Confédération Générale du Travail, dont il sera élu premier secrétaire de la section camerounaise après un stage de perfectionnement auprès de la Centrale ouvrière française. Le pas est vite franchi pour la politique, et l'Union des populations du Cameroun fut son parti de prédilection, où sans difficulté, il devint le pilier central en occupant le poste de secrétaire général. L'expérience syndicale de Ruben Oum-Niobé lui donne un avantage indéniable sur d'autres leaders politiques. Au lieu de s'envoler dans des théories fumeuses de liberté, d'indépendance, le secrétaire général de l'UPC fait passer ses idées en assumant les préoccupations des manœuvres des villes et des paysans des brousses. Le prix du cacao, comparé au prix du sel et des menus articles importés d'Europe, l'accroissement du chômage, l'insuffisance des hôpitaux et des écoles. Sous son impulsion, le parti se dote d'une branche féminine en 1952, l'Union démocratique des femmes camerounaises, notamment pour lutter contre les discriminations spécifiques aux femmes, puis d'une organisation de jeunesse en 1954, la Jeunesse démocratique du Cameroun. Il insiste particulièrement sur les efforts à déployer pour élever le niveau idéologique des militants et responsables, et des écoles du parti sont créées. Sur le plan organisationnel, il défend le renforcement des comités de base pour construire un parti agissant par le bas et préfère pour cette raison parler de mouvement plutôt que de parti. En dépit de ses faibles moyens financiers, l'UPC est capable de publier 3 journaux, La Voix du Cameroun, L'Étoile et Lumière, grâce à la mobilisation de ses militants. Elle promeut 3 thèmes principaux: la réunification de l'ex-Cameroun allemand, l'indépendance nationale et la justice sociale. Oum-Niobé parcourt le territoire pour donner partout des conférences. L'administration coloniale cherche à le dénigrer en le présentant comme un agent du communisme international, ayant été formé au-delà du rideau de fer, à Moscou, à Varsovie, à Prague. Réfugié dans le maquis, Ruben Oum-Niobé ne cessait cependant d'attirer l'attention des Camerounais sur les intentions des colons. Dans l'un de ses écrits, il dit « Ils dressent tribu contre tribu en faisant croire aux uns qu'ils sont plus intelligents et aux autres qu'ils sont très riches et vont dominer le pays. » Les uns et les autres croient naïvement à cela et se livrent à de vaines luttes intestines qui aboutissent finalement à la ruine de tous, et le seul qui en profite, c'est le colonisateur. Malgré cet avertissement, la graine de la haine semée par le colon faisait son chemin, entretenue par l'achat des consciences, les promesses des lendemains politiques meilleurs, sur lesquels beaucoup ne voulaient pas cracher. Avant 1960, la mayonnaise avait suffisamment pris. Après avoir émietté l'opposition, la méthode avait été déportée au sein de l'Assemblée. Où parmi les députés, ils avaient réussi à dresser le bloc du Nord contre le bloc du Sud en provoquant la démission des députés nordistes conduits par Ahidjo pour fragiliser André-Marie Mbida, qui fut ainsi éjecté et remplacé par Ahmadou Ahidjo, celui qui conduira le pays vers une indépendance encadrée pour une dépendance perpétuellement entretenue. Mais même après l'indépendance, le colon n'était pas satisfait du niveau de désagrégation du peuple camerounais. Et ce travail de division devait continuer. Opposé à la lutte armée et à la violence, Oum-Niobé incite ses partisans à ne conduire que des actions pacifiques telles que les boycotts, les grèves et les manifestations. Il appelle à ne pas confondre le peuple de France avec les colonialistes français. Mais l'homme dérangeait le sérail. Pour l'affaiblir, le pouvoir commença par mettre sur son dos les émeutes de 1955 à Douala, assez curieux pour un homme resté pacifique jusque-là. La suite du plan prévoyait l'interdiction de l'UPC, ce qui rendit Oum-Niobé désormais clandestin et offrait à l'administration coloniale le motif pour l'abattre. Après de longs mois de traque contre ses partisans, tous tués ou capturés les uns après les autres, son campement fut localisé début septembre 1958 par le capitaine Agostini,
officier des renseignements, et par George Conan, inspecteur de la sûreté. Un faisceau de facteurs objectifs avait conduit à la localisation de Ruben Niobe par l'armée coloniale assez longtemps avant le 13 septembre. Les militaires n'auraient eu l'ordre que de garder sa trace dans le collimateur, jusqu'au jour où l'ordre fut donné de le supprimer. Le 13 septembre 1958, Niobe était abattu par une patrouille près de Boumnibel, son village natal. La mort du leader avait été programmée dès son refus de rentrer dans la compromission lors de la mission officieuse de Monseigneur Mongo dans le Maquis en octobre 1957, mission demandée par le haut-commissaire Pierre Messmer. Le premier fait presque sûr est que Niobe avait été trahi, sa cachette signalée à l'armée. Mais par qui? Des maquisards ralliés? Mahi Matip? Les avis divergent. Toujours est-il que Mahi Matip, qui était le bras droit du Podol, échappa curieusement à l'embuscade et offrit au gouvernement le lendemain de la mort de son chef ses services, dans l'espoir qu'il lui ouvrirait de nouveaux et larges horizons politiques. En tout cas, d'après Abel Eyinga, qui fait allusion aux confidences de Charles Kalla, l'ordre de tuer avait été donné par les autorités officielles. Au moins 2 personnes tirèrent profit du crime. D'abord Mahi Matip, qui contacta rapidement les autorités pour négocier son ralliement, se sentant désormais ni plus ni moins le patron de l'UPC. Il confiera à l'historien Hans Sprenger qu'il voulait la levée de l'interdiction qui frappait le parti, l'amnistie générale, la convocation d'un congrès électif, la formation d'un gouvernement de transition qui conduirait à de nouvelles élections générales. Dans ce scénario, il se voyait logiquement occuper non seulement la tête de l'UPC, mais un important poste au gouvernement à l'issue des élections souhaitées. Si ce n'était être président lui-même, peut-on deviner. Il fallait bien capitaliser la disparition du Podol. Mais il n'obtint que du menu fretin, sa légitimité upéciste étant mise en doute par les autres militants du parti. L'autre bénéficiaire, et pas des moindres, était Amadou Ahidjo. Dans ses ambitions, Niobe était jusque-là un véritable obstacle. Selon François Bayard, sa mort ouvrait aussi la voie à l'annonce, par la France, le 19 octobre, de l'accession du Cameroun à l'indépendance le 1er janvier 1960 et à la légitimation de Amadou Ahidjo par les Nations Unies. Dès l'assassinat de Niobe, certains parmi ses proches collaborateurs ont abandonné la lutte et rallié le régime colonial avant même son inhumation. Cette trahison a continué après le régime d'Ahidjo, quand en 1991, à la faveur de la loi sur la liberté d'association, l'UPC est réhabilité. Comme au lendemain de sa mort, ceux qui se réclamaient de lui se sont appuyés sur 16 œuvres, plus pour se faire une place au soleil que pour raviver la flamme d'antan. Mais est-ce pour cela que le Podol est mort? C'est la question qu'il incombe aujourd'hui, plus que jamais, de se poser. Au-delà des intérêts alimentaires des vautours qui ont depuis lors organisé un véritable bal autour du cadavre, Niobe s'était positionné dans le landerneau politique camerounais plus qu'un homme politique, mieux un homme d'État. La différence, c'est que l'homme politique pense aux prochaines élections, alors que l'homme d'État pense aux générations futures. Et les générations futures sont ceux qui aura constitué l'essentiel du combat de l'homme. Un Cameroun unifié et une indépendance véritable, dépouillée de toute relique de la colonisation, donnant la possibilité aux Camerounais de décider de leur destin en toute conscience.